I'm Penny Bryden. I'm president of the Canadian Historical Association and grateful to be able to live and work in the traditional territory of the Lekwungen, Wasatch, and Esquimalt people, and to visit you virtually through an office portal on the traditional territory of the Algonquin people. It's been a difficult year, and one in which the vicissitudes of employment have become particularly clear and particularly uneven. The coronavirus has been particularly unkind to precarious historians, but it's driven home to us all the inequities of our workplaces. So I'm grateful too to have the opportunity to listen along with you to this, our second discussion in the webinar series on precarity in the historical profession. Nancy Janovicek is our host, and I will turn it over to her now. Thank you, Penny, and thank you to all of you for being here. My name is Nancy Janovicek, and I teach women's and gender history and Canadian history at the University of Calgary. And I want to begin by acknowledging the traditional territories of the people of the Treaty 7 region in southern Alberta. And that includes the Blackfoot Confederacy, which is comprised of the Siksika, Piikani, and Kainai First Nations, as well as the Tsuut'ina First Nation and the Stoney Nakoda, which includes the Chiniki, Bearspaw, and Wesley First Nations. And the city of Calgary is also home to the Métis Nation of Alberta, Region 3. And my home office is close to the convergence of the Bow and the Elbow Rivers in Calgary. And this is a place that the Blackfoot call McInnis, which means elbow, and the Tsuut'ina and the Stoney Nakoda have also called this place. They use the words in their language for elbow, right? So McInnis has long been a place of establishing important relationships in this part of the world. So today's roundtable in our series that's inspired by the Precarious Historical Instructors Manifesto focuses on trade unions and the Neoliberal University. And I know that a lot of you attended the first session, which was about diversity and inclusion in history departments. And of course, we've got themes for these three webinars, but it's important to remember in our discussions about trade unions and the Neoliberal University that the work of anti-racism and decolonizing our teaching and our research are not separate from what we'll be discussing today. Indeed, I'm going to say I had an interesting and important email conversation with Mary Jane Logan McCallum, who thought about the importance of thinking about how decolonization and these other the other important work of anti-racism needs to be part of our union work as well. And I want to acknowledge her for helping me to think through those ideas as well. So I will start by introducing the speakers. I will present a bio of each of the speakers, and then they will speak for about 10 minutes. For those of you who are joining late, the sessions are being recorded right now, but then we'll have a Q&A at the end, and that part will not be recorded, which will allow us to speak, I think, more freely about issues that are very important and sometimes can be very difficult as well. When you have questions at the end, if you put your questions in the chat, I will then go through the chat and present your questions to our speakers. Okay, so let's begin because we have lots of people who have important things to say. Our first speaker is Godefroy Desrosiers-Lauzon. Professeur Lauzon enseigne l'histoire des États-Unis à l'Université de Montréal, à l'Université d'Ottawa et à l'UQAM. Il est auteur de Florida Snowbird, Spectacle, Mobility, and Community since 1945 with McGill Queen's University Press. Et ce livre a gagné le prix Charlotte Thibault de la Florida Historical Society en 2012. Aujourd'hui, il va parler de son travail en tant qu'organisateur syndical pour les chargés et chargés des cours. Godefroy. Merci Nancy. Ça va, vous m'entendez? Je suis sur la recherche spotlight. OK, merci. Je vous parle de Montréal, territoire Kanyenkeaka, non concédé, carrefour d'échanges et de rencontres, ce qui est certainement la raison qui m'a attiré ici et qui fait que je ne peux plus quitter cet endroit. Merci. Je commence. Merci aux auteurs aux auteurs du manifeste que j'ai voulu après ça, et je veux dire, remercier personnellement. J'ai pas pu, je comprends la raison pour laquelle elles ont gardé l'anonymat. J'ai accueilli le manifeste comme une invitation à construire un mouvement.
un mouvement de professeurs précaires de partout, de toutes les universités, de toutes les provinces, pour commencer, et un mouvement de toutes les personnes qui veulent promouvoir le travail que nous faisons à l'université et transformer les universités en fonction du travail qui se fait à l'université. Merci aussi à nos alliés de la Société historique du Canada. Merci d'avoir répondu au manifeste, d'avoir organisé cette série de rencontres. Merci de m'avoir invité. Je dis alliés, justement, ma première proposition, c'est que c'est un résultat du premier panel avant le congé des fêtes. Ma première proposition, c'est que l'alliance et la bienveillance des professeurs à temps plein, démarrer la minuterie, l'alliance et la bienveillance des professeurs à temps plein avec nous, les enseignements précaires, a des limites. La bienveillance et l'empathie ne suffisent pas. Elles sont là, elles sont nécessaires. C'est nécessaire ce qui se passe aujourd'hui et ce que la société historique essaie de faire, mais ça ne suffit pas. La bienveillance et l'empathie peuvent être retirées à tout moment. Les camarades à temps partiel, professeurs à temps partiel, ont tous et toutes vécu un moment où ils ont craint ou que leurs alliés professeurs les laissent tomber ou les laissent tomber carrément. Alors, première proposition, première demande, il faut qu'à l'université, à la société historique, partout où sont les enseignants précaires, ceux-là doivent parler d'une position autonome et d'une position où ils ont accès aux ressources qui leur permettent de parler comme un corps d'emploi à part entière. Okay? Les camarades travaillent fort, les camarades travaillent fort pour pas beaucoup, et les camarades sont épuisés, encore plus par la pandémie. Je veux dire, tout le monde qui travaille est épuisé en ce moment. Ça veut dire, mais c'est bien sûr, pour ça, alors il faut les ressources. Ils n'ont pas nécessairement les ressources, l'énergie pour pouvoir militer et être les porte-parole de leur corps d'emploi, de leur communauté professionnelle, au même titre que d'autres corps d'emploi de l'université. Alors, ça veut dire des associations syndicales autonomes. Okay? Je m'excuse de parler du point de vue québécois où on a les associations syndicales autonomes. Ça veut dire des sièges à la table, une gouvernance universitaire où les représentants des professeurs précaires, des enseignants précaires ont des sièges où ils ont le droit de voter à l'Assemblée départementale, au conseil facultaire, aux instances universitaires, surtout les instances universitaires qui s'occupent de l'enseignement. Hein. Ça veut dire que la participation aux instances doit être rémunérée par l'université. Ça veut dire que nos officiers syndicaux, les élus qui forment l'exécutif de nos associations, excusez-moi, je vais fermer mon Outlook, doivent être rémunérés par l'université. Doit être rémunéré par l'université aussi en termes de salaire et d'ancienneté pour l'enseignement quand ils auront à retourner et à enseigner. Ça veut dire des formes de représentation démocratique, d'élection démocratique des représentants dans les syndicats et pour la participation aux instances, ce qui permet, je vais paraphraser James Madison dans Le Fédéraliste, ça permet d'attirer le talent, l'ambition, et peut-être l'intelligence politique et l'intelligence stratégique pour nos représentants. Alors, c'est ça, les enseignants précaires ne doivent pas dépendre à long terme de leurs alliés, ne doivent pas dépendre tous les jours de leurs alliés. Leurs alliés ont des carrières qui les occupent beaucoup. Ils sont épuisés eux-mêmes par l'enseignement en pandémie. Ils ont d'autres choses à faire parfois. Ils n'attraperont pas toutes les occasions d'être nos alliés. Les enseignants précaires doivent être inscrits dans une structure pérenne, dans un écosystème de représentation des travailleurs à l'université. Hein? Et pourquoi pas un système de gouvernance des universités qui tiennent compte des travailleurs et des travailleuses des universités, qui ne traitent pas les ressources humaines comme cette espèce de vice-rectorat à part, cette espèce de structure administrative à part des autres, alors que la vraie structure de l'université, c'est la structure de gouvernance académique que vous connaissez. Il faut reconnaître que si vous n'avez pas ça, vous êtes enseignant précaire aujourd'hui, et si vous n'avez pas cette autonomie organisationnelle et ces ressources organisationnelles pour entrer dans la conversation avec un peu plus d'autorité avec les autres corps d'emploi de l'université, ça va être un très long travail. C'est un travail très long, très lent, très épuisant pour en arriver à cette autonomie organisationnelle-là et pour avoir accès à ces ressources-là. Il faut reconnaître la fatigue des militants maintenant.
y compris celles qui ont écrit qui ont écrit le manifeste, qui n'ont pas la reconnaissance, qui demandent des réformes, qui y travaillent. Reconnaître que c'est toujours les camarades les plus travaillants, les plus occupés, qui doivent s'occuper de l'organisation. Reconnaître que nos militantes les plus actives et les plus essentielles dans nos mouvements de travailleurs sont les plus occupées, les plus épuisées et probablement les plus en colère, hein? Plus que jamais maintenant à cause de la pandémie. Mais on l'a dit, merci Dr. Bryden d'avoir rappelé ça, la pandémie n'a fait que révéler les injustices et la faiblesse de nos institutions. Les faiblesses et les injustices de nos institutions, ce c'était des injustices et faiblesses qui existaient déjà, qui sont révélées par la pandémie. Que je n'ai pas de solution facile à ça. L'autonomie organisationnelle, avoir accès aux ressources pour parler d'une voix forte, c'est un processus long et ardu. Mais je veux revenir sur ce que le manifeste m'a apporté. Pour moi, le manifeste a été une invitation à bâtir des ponts, à bâtir des solidarités, éventuellement peut-être bâtir un mouvement pour refaire l'université à l'image de ce qu'on fait, de ce que font les enseignants précaires, les professeurs et les autres corps actifs à l'université, y compris les étudiants. Hein? Les ponts et les solidarités, le mouvement qu'on veut construire, on peut l'imaginer se construisant, parce qu'il faut construire les ponts et les solidarités maintenant, là, avant d'appeler ça un mouvement, il faut le construire verticalement entre tous les corps d'emploi de l'université. Ça veut dire avec les travailleurs de soutien, avec les professeurs à temps plein, avec aussi les syndicats étudiants, c'est-à-dire ceux qui représentent les travailleurs étudiants, ceux qui représentent les teaching assistants, les auxiliaires, ce sont les leaders de demain dans les syndicats de chargés de cours, dans les associations de chargés de cours et dans les associations de professeurs aussi. Hein? Avec le personnel de soutien, avec les associations étudiantes aussi. Il faut construire un mouvement verticalement à l'université. Il faut construire une solidarité horizontale, c'est-à-dire entre nous, les professeurs précaires, entre les universités, entre les provinces, même si on a des modèles syndicaux et des modèles d'organisation différents parfois entre les provinces. Alors, j'invite les camarades qui sont ici, qui écoutent ça, à se joindre au groupe, notamment la plateforme Slack qui a été créée par la camarade Catherine Mertonster. Vous pouvez nous écrire à moi, Godefroy, à Jérémy qui participe à ce panel, à Catherine. Je vais afficher les adresses courriels, nos adresses courriels dans la conversation, dans le chat, pour que vous puissiez nous joindre comme professeurs précaires et comme alliés des enseignants précaires. Aussi, avec des camarades à l'Université de Montréal et ailleurs, on a organisé un colloque sur l'enseignement précaire au prochain congrès de l'ACFAS. Moi, je vois ça, l'ACFAS, l'Association francophone pour le savoir. Nous sommes le colloque 407 qui aura lieu au prochain congrès de l'ACFAS au début du mois de mai 2021. Il n'est pas certain qu'on se déplace à Lennoxville, même si j'aime passionnément cet endroit. Il n'est pas sûr qu'on se déplace en raison de la pandémie. On a des chances de faire ça à distance. OK? Donc, nous sommes un mouvement. En tout cas, nous devrions être un mouvement et nous devons le construire, ce mouvement. Si notre but, comme mouvement, enfin, c'est mon but en vous proposant ça, c'est de détruire l'université néolibérale et de reconstruire l'université à l'image de ce qui se fait à l'université, du travail qu'on fait, de l'enseignement, de la connaissance qui se trouve à l'université. Si notre ennemi commun, c'est le néolibéralisme, et les gouvernements qui sont porteurs du néolibéralisme, hein, qui considèrent pas le secteur de l'éducation comme important, ou qui font semblant, ça c'est une particularité du modèle québécois, font semblant de considérer le secteur de l'éducation comme important. On doit construire un mouvement pour ça, pour revaloriser, simplement valoriser l'éducation chez nous. Okay? Avec un mouvement qui serait solidaire, verticalement et horizontalement, on pourrait développer une vision stratégique, on serait plus à même de développer une vision stratégique. Mettre en valeur nos intérêts communs, les intérêts communs entre les enseignants précaires à temps plein et les étudiants. Hein? Les intérêts des étudiants sont généralement les nôtres. Les étudiants ont des leçons à nous donner sur ce qu'il faut faire aux universités. Et aussi avec les camarades des autres parties du réseau de l'éducation. On a besoin d'un mouvement qui a une intelligence stratégique et pour ça, il faut bâtir des ponts et le construire le plus largement possible. On a besoin d'une intelligence stratégique pour créer une université, faire une université dans laquelle on va pouvoir donner à la communauté l'université dont elle a besoin.
Une université qui est capable d'accueillir les défis des universités, les crises des universités, comme peut-être des opportunités. Pas le néolibéralisme n'est pas une opportunité, là, on va juste le détruire. Mais accueillir les événements récents, comme par exemple aux États-Unis depuis 2015, comme une occasion pour la connaissance historique. Accueillir la révolution autochtone qui est en cours comme une occasion pour la connaissance historique. Accueillir l'EDI, l'équité, diversité, inclusion comme une opportunité de détruire en même temps l'université néolibérale, l'université patriarcale et l'université coloniale. Cette communauté d'intérêt, ce mouvement-là qu'on doit construire, pourra réfléchir aux structures, pourra réfléchir à changer, à transformer profondément l'université, j'espère, les structures profondes, y compris la structure des associations professionnelles, quand ce sera nécessaire, les associations professionnelles comme la Société historique, les structures de la gouvernance universitaire, la place des travailleuses et des travailleurs dans la structure des universités, restructurer les systèmes d'éducation provinciaux, et puis, s'il faut, parfois, la structure des syndicats, quand ils se comportent de façon corporatiste et qu'ils n'ont rien à donner aux enseignements précaires. J'ai terminé. Merci beaucoup. Thank you very much, Godefroy. It was a good way to begin by speaking about our movement and the need for collective action inside and outside of the university. Our next speaker is Peter McInnis, and Peter McInnis is the chair of the Department of History at St. Francis Xavier University, and his research focuses on labor and working class topics. Peter has been active in representing the post-secondary educational sector as a faculty union president and with the Nova Scotia Provincial Association, ANSUT. He is currently vice president of the Canadian Association of University Teachers, and Peter will discuss the issue of contract academic staff from the perspective of a union mobilization model for all academic workers. Peter. Thank you, Nancy, and bonjour tout le monde. Hello, everyone. When I first read the manifesto's call to action when it came out on active history almost a year ago, I thought it raised a number of useful points, and I think there was a wide agreement that it was a useful initiative. I would, however, I think, suggest some further refinement of the manifesto with a view to how to better implement some of these requests. So I would have three overall recommendations. One is align your data, sharpen your arguments to make further use of available statistical studies and surveys and related analysis that's already available. For example, in 2008, CUT, LACPU, released a major report entitled Out of the Shadows, Experiences of Contract Academic Staff, that provides analysis and recommendations to address this issue. This was based on a national survey of precarious academics. The report highlighted not only the harsh economic realities of temporary academic employment, but also reveals connected matters of equity as a disproportionate number of contract workers are women and minorities, and we already know that. Many post-secondary education institutions have embraced a corporate management model, neoliberalism, that relies on poorly paid contingent workforce. There is an urgent need to significantly reinvest in post-secondary education. And if we look at this on a federal level, the Canada Social Transfer, the last really significant transfer made was in 2008, ironically during the Harper Conservative government. And so we need to, as it was mentioned by Godefroy, we need to mention this at all levels of government and build broader coalitions of solidarity. So as we know, less than 50% of the costs of post-secondary education are provided by federal and provincial governments, and this is declining over time. Therefore, the burden of tuition, living expenses, and tuition itself are borne by students and their families, resulting in ever higher student debt. And this in turn spurs university administrators to push down teaching costs and with the use of precarious staff. I sit on a budget committee for my university, St. FX, and I can tell you that they are really always looking at this way of reducing teaching costs through precarious faculty and any initiative in that respect. For decades, Statistics Canada has prepared an annual survey of post-secondary education known as the University and College Academic Staff Survey, UCAS,
The Harper Conservative government discontinued UCAS for about 5 years between 2011 and 2016, but it was reinstated after lobbying efforts with the Trudeau Liberal government. So UCAS is a really important tool for discussion of any workplace conditions. This StatsCan data can be combined with other material, and it really drills down to the level of which we need to understand the challenges that are facing us with precarity. A lot of this is published annually on our website, CUT, in the Almanac of Post-Secondary Education. Here, for example, we can trace longitudinally the shift of appointments from permanent faculty. This was at a high in 1970 of 15.8, so every year renewal about almost 16%, to a low 4.8% in 2018. You can see how that's dropped almost three quarters. This demonstrates a sharp reduction in permanency for contractually limited positions. Overall, we're seeing an increase of contract academic staff teaching in excess of about 50% nationally. We're seeing this in this country. If you look at the American examples, you may be aware of this, it's over 75%. And so these are people with not only precarity, without any of the professional advantages that we who are permanent have. The high water mark, for example, in American tenure track positions was achieved in the 1970s, that long ago, and it's been downhill ever since. Point two, I would raise, collective action is better than individual efforts. It is important to note that Canadian post-secondary education is one of the most highly organized sectors in the national economy. So we're talking about union density, and that CUT represents over 72,000 university and college members in all provinces. And in the last 10 years that I've been involved with CUT, a lot of Quebec universities, so most recently University of Montreal joined. And so this is really making us an effective lobby level at the national level. Compared to the United States or the United Kingdom, Australia, New Zealand, France, many other countries, Canadians have a crucial right to collective bargaining. And it is it really gives us an advantage. And I think we don't really appreciate the fact that we are highly organized and we have some of the best working conditions internationally. Now, these are subject to challenges. And of course, that's what the manifesto was addressing. But I must note, one of the manifesto's calls to action for faculty associations to bargain for non-tenure track permanent positions is opposed to CAT policy. We've always maintained that negotiations must be advanced for permanent tenured appointments. I know this is a challenge, but we can't give it up. It's got to be tenured, and we need that because we need academic freedom and all of the things that make our professional jobs what they are. However, we must recognize that Canada is a world leader in defending these professional rights, and we need to move ahead and advance those rights for others. We may be tired of the trite pandemic slogan, we're all in this together, at least I am, but it is true for the broader sense of post-secondary education. Poor working conditions amongst contract academic staff directly affects permanent faculty. So I'm saying that we've got to make an argument, at least amongst ourselves who are permanent. This is not just a great thing to do. It's not an action of noblesse oblige. It's actually in our own self-interest to do advance better working conditions for everybody in post-secondary education. The erosion of tenure and the threat to academic freedom are fundamental to all of these academics in this country and internationally. And more recently, we've seen, as a result of the pandemic, the dissolution of tenure at some universities and colleges in the United States. It's a very alarming trend. My third point would be, and this follows what Godefroy was saying, broaden the coalition, adopt a mobilization model where the competencies are developed widely. Some faculty associations, including CAS, are in scope. They are in our collective agreement. We actually bargain on their behalf. Others are in other agreements, while some are represented in separate unions, QP, OPSU, FNEC. Building broader coalitions with other campus unions, and some universities, Carleton did this, had a kind of Campus United campaign. So bringing common cause with faculty, contract people, staff, and students, that it's redefining who speaks for the university, not the administration. We speak for the university. Students are obviously especially important.
as potential advocates. If contract academic staff were once active in the student groups, they should try to reconnect. It's important to understand that the neoliberal approach to post-secondary education has affected students as progressive organizations, and I would include the Canadian Federation of Students as one, has come under sustained attack by conservative entities fronted by the Canadian Alliance of Student Associations, and their acronym in English is CASA, and provincial counterparts. CASA supports higher tuition rates. It's also been notably silent on job precarity. There's nothing in the recent policy. I just checked recently to check this. Students, however, represent a powerful constituency, and we know that as well, in any broader campaign for fairness in academic employment. So they've got to be brought into this. One of the things the manifesto noted is that many students don't even understand the difference between contract faculty and permanent faculty. We also need to be prepared to participate in existing governance structures at universities. For departments, committees, senates, in our collective agreement, for example, contract faculty are allowed to attend department meetings, at least one representative, and this is important to hear their voice. And I had to point that out to our contract people. You can come to our meetings and listen to what we're talking about. We also need to be prepared to speak to provincial and federal elected representatives. I did that in November, talked to several members of parliament, and get post-secondary education back on the political agenda. It's a little bit like the environmental cause. Everybody supports it, but they don't want to advance it particularly. In conclusion, I think the problems of precarious employment for historians in Canadian post-secondary education have been developing and festering over decades, but they're not irreversible. The manifesto was a good start, and with the advocacy of the Canadian Historical Association and aligned groups, we can move forward to build substantive reforms. But this is a mobilization model. We need to build the competencies amongst all of these groups, and we need to work together to do this, because if we're expecting, our respective faculty associations or our national association, in the case of the CHA, we can do some things, but we need to work in concert and align this, align our demands, and I think we can change this around. I'm positive that one of the things that's going to come out of the pandemic is a possibility for better working conditions. Thank you, merci. Thanks very much, Peter. As somebody speaking to you from Alberta, I do hope that I can share your optimism that we can change this around, but also for reminding us of the importance of solidarity again. Our third speaker today is Christine Gauthier. Christine Gauthier est chargée de cours en counseling et orientation sur les enjeux psychosociaux du travail et des organisations, et elle est présidente du syndicat des chargés et chargés de cours à l'université Laval. Christine. Bonjour, merci de m'accueillir dans ce panel que je trouve fort intéressant. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le manifeste qui a été rédigé. Je considère que c'est vraiment, comme syndicaliste, quelque chose de fort, quelque chose de clair qui mène justement à une révision en profondeur là, de certaines idéologies qui marquent durablement nos universités, puis la manière dont on choisit de donner des cours, de mettre à terre des programmes. Alors, si vous me permettez, puisque j'ai travaillé quand même une dizaine d'années en recherche sur la précarité du travail, je voulais quand même faire un détour sur des enjeux de précarité. J'ai préparé un bref PowerPoint, vous me permettez de le partager. Je me suis dit que compte tenu de l'aspect bilingue de la présentation, ça pouvait soutenir davantage, juste un petit moment, la présentation. Je vais juste ouvrir mon document. Alors, voilà. Alors, le syndicalisme universitaire face à la précarité, c'est vraiment ce à quoi on fait face quotidiennement quand on est syndicaliste pour les chargés de cours. Au Québec, il y a 10 000 chargés de cours environ.
même 12 000 chargés de cours dans les universités du Québec, c'est beaucoup. Par exemple, dans notre université, à l'Université Laval, il y a 1300 professeurs à temps plein et il y a 1600 chargés de cours contractuels, donc qui sont en lien d'emploi auprès de notre syndicat. Donc, il y a plus de contractuels que de professeurs à l'Université Laval. Donc, c'est normalisé comme pratique pour développer l'enseignement dans les universités. Donc, très brièvement, on me donne environ une dizaine de minutes, juste mentionner quelques éléments en lien avec la précarité versus la sécurisation des parcours professionnels. Quelles lunettes et comment regarder cette problématique-là quand on est PhD, quand on est enseignant précaire dans les universités. Je vais faire un rapide détour aussi avec les problèmes que l'on a face à contrer des logiques de l'université néolibérale, mais aussi ce qu'on observe de plus en plus, l'université 4.0, une université qui se veut agile, je reprends les termes du capitalisme, une université qui se veut just in time avec des formations qui peuvent s'adapter au clientélisme, au goût du jour des sciences et des besoins sociaux. Alors, je vais faire un détour rapide sur cette réalité-là pour présenter enfin la situation concrète, ce à quoi on est face là, pour les chargés de cours en histoire et comment on agit syndicalement, localement, sur les enjeux de précarité. Alors, quand on parle de précarisation versus sécurisation des parcours professionnels, bien, la littérature scientifique montre bien qu'on peut quand même, malgré le statut de contractuel, être relativement stable professionnellement, puis réussir à mener une vie professionnelle qui soit conforme à ses compétences et qui nous permet d'avoir une reconnaissance, une stabilisation sur le marché du travail. Il y a plusieurs facteurs qui contribuent à cette sécurisation-là des parcours malgré la précarité objective de l'emploi. C'est le fait de pouvoir cumuler des emplois au sein d'une même entreprise. Donc, par exemple, d'avoir toujours plusieurs cours dans la même université, l'absence d'interruption durable au marché du travail, donc d'être capable de ne pas être en assurance-emploi au chômage, être capable d'avoir des revenus relativement égaux au fil des années, le sentiment qu'on maîtrise notre vie professionnelle et qu'on est capable de l'influencer en fonction de nos choix, nos préférences, de ce qu'on a envie de faire et de mettre en avant comme compétences. Et également la capacité à se projeter dans l'avenir. Donc, on va être relativement sécure dans notre profession si on est capable de se projeter. Qu'est-ce qu'une situation précaire selon Pourgam, un des grands sociologues français qui s'est intéressé à cette question-là? Mais il met en évidence deux axes qu'il faut regarder. L'axe du rapport au travail, qui dit, dans le fond, est-ce que j'aime mon travail? Est-ce que le travail est à la hauteur de mes compétences, de ce que j'ai développé comme parcours? Donc, vraiment, est-ce que le travail est significatif et me permet de me réaliser? Et l'axe du rapport à l'emploi, et là, on est vraiment du côté des conditions de travail. Alors, ça donne 4 types d'intégration au marché du travail. L'intégration assurée, bien, si on regarde dans le milieu universitaire, on va avoir ici les professeurs d'université permanents. Alors, un travail en lien avec leurs compétences et dont les conditions, avantages sociaux, sécurité sont très grandes. On va retrouver les chargés de cours le plus souvent du côté de l'intégration incertaine, c'est-à-dire que c'est un travail stimulant, qui mobilise leurs connaissances, leurs compétences, mais malheureusement qui ne permet pas d'avoir des conditions d'emploi sécures, des contrats de 4 mois en 4 mois. Donc, on peut dire qu'on se sent intégré à cette profession-là, à notre université, à cet emploi-là d'enseignement, de recherche universitaire, mais elle est très incertaine. Dans l'intégration laborieuse, on va retrouver des personnes qui sont très bien insérées en emploi, mais qui n'aiment plus ce qu'ils font. Donc ça, c'est plus marginal dans nos universités normalement. Et on a toujours la crainte, et c'est la forme la plus proche de l'exclusion du marché du travail, l'intégration disqualifiante. Et là, c'est l'inquiétude de s'assurer que les chargés de cours ne se retrouvent pas dans une intégration disqualifiante parce qu'on vient doubler la précarité concrète et objective des conditions d'emploi au sentiment
de ne pas faire un travail à la hauteur de ses compétences. Et ça peut se produire si, à force de faire des contrats, c'est de moins en moins intéressant. On n'est pas capable de mettre à jour, par exemple, nos connaissances scientifiques. On n'est pas capable de faire de recherche. On n'est pas capable d'avoir accès à des cours intéressants ou à des nouveaux cours. On pourrait se retrouver dans une intégration disqualifiante. Quelques mots sur mon deuxième grand point, les logiques de l'université néolibérale. Les deux panélistes avant moi en ont parlé très bien, c'est-à-dire qu'on est dans une vision marchande de l'éducation. On se bat contre un système très, très lourd. Donc, comme syndicaliste, nationalement, au Québec, par exemple, on est face à un financement qui s'est effrité au fil des années, un financement qui est par étudiant équivalent à temps plein. Alors là, on a plein de retours en formation pour un cours, deux cours, des travailleurs en emploi qui veulent développer, faire des micro-programmes, voire des nano-programmes, ce qu'on voit de plus en plus, j'y reviens dans un instant. On a une logique aussi utilitariste, c'est-à-dire est-ce que ça sert au marché du travail? Les universités se sont rapprochées des besoins du marché du travail des entreprises. Et évidemment, dans cette perspective-là, on demande aux sciences historiques de refaire peau neuve, de changer, de s'adapter au goût du jour, de la formation et de s'assurer de l'utilité de ces connaissances et de cette formation-là. On est face à un problème de concurrence qui est soutenu beaucoup par la logique de financement, où il faut attirer les étudiants nationaux et internationaux. Donc, chaque trimestre, à notre université, sont comptabilisés, d'où viennent les étudiants, est-ce qu'on a réussi à aller chercher les étudiants des cégeps, est-ce qu'on a réussi à aller chercher les étudiants internationaux, et le plus payant, la crème de la crème, les étudiants au cycle supérieur, deuxième et troisième cycle, qu'il faut absolument aller chercher et garder, et c'est pour ça que les étudiants internationaux qui ont les moyens sont les bienvenus dans les universités québécoises. Il faut évidemment une gouvernance qui était beaucoup plus top-down que collégiale. On le sent juste dans le langage qui est utilisé maintenant par nos dirigeants. Justement, le terme dirigeant, le terme performance est vraiment important. Pour nous, dans une planification stratégique, ce sont des mots qui sont utilisés agilité, technologie. Et là, ça m'amène, évidemment, je ne développerai pas beaucoup cet après-midi, j'en présente juste une acétate, mais à amorcer une réflexion sur l'université 4.0. À l'Université Laval, il y a déjà plus de 1000 cours à distance, des cours qui doivent se démarquer nationalement. On a vu à un moment donné un cours au Manitoba où il y avait plus de 1000 étudiants. Il y avait je pense que c'était sur les enjeux autochtones, puis il y avait plus de 1000 étudiants inscrits. Donc, c'est des nouveaux courses success. C'est vraiment... il faut être capable de trouver la façon d'attirer les étudiants sur des cours qui se démarquent. On est vraiment dans une logique où on nous dit qu'il faut s'adapter, les programmes doivent changer, il faut être flexible, il faut aller chercher les travailleurs qui ont des besoins à très court terme. Il faut accompagner les entreprises dans les besoins de formation de leurs employés. Donc, tout le rationnel de la connaissance puis de ce qui est important d'enseigner est en train de changer, continue à changer. Puis, on le fait avec des données en temps réel, c'est-à-dire qu'ils savent combien de clics il y a eu sur le cours, sur le programme. Puis, s'ils se rendent compte qu'il n'y a pas énormément d'intérêt, bien, c'est pas très long qu'on va commencer à envisager de modifier le programme, de le raccourcir, de retirer des cours. Alors, vous voyez que comme chargé de cours, c'est le cours que vous donnez depuis 4 ans, qui est de moins en moins populaire. Il est possible qu'il soit retiré rapidement du portail de cours offerts. Le problème du capital technologique versus capital humain, bien, nous, à l'Université Laval, on est capable de faire de la correction automatisée par intelligence artificielle. Alors, on a déjà développé de la technologie pour finalement avoir moins d'auxiliaires d'enseignement, avoir moins besoin de personnel, de soutien en enseignement. Et toute la notion des cours FAD, où on est capable d'avoir 700 étudiants dans un seul cours. Donc, 700 étudiants qui suivent un cours préenregistré, autoportant, à qui, après ça, des auxiliaires, des fois on en gère une quinzaine, vont accompagner des personnes. Alors, c'est beaucoup des nouvelles formes de concurrence, de formation à la carte.
Je ne la présenterai pas dans le détail, je prends juste 30 secondes parce que je suis aussi membre et M. McInnis en a parlé là, de la FNEC, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec, qui milite pour 10 000 chargés de cours, qui ont développé ce qu'on appelle la pieuvre de l'économie du savoir. Donc, ça montre l'ampleur de la logique qui a été développée autour de 3 grands piliers, cette idée de marchandisation du savoir, tous les enjeux de financement qui entretiennent cette marchandisation du savoir, évidemment la gouvernance vue comme une entreprise, hein, l'université entreprise. Alors, je termine bientôt. Il me reste peut-être 3 acétates à présenter pour qu'est-ce qu'il y en est concrètement à l'Université Laval pour les chargés de cours. C'est une précarisation qui, évidemment, est à de multiples niveaux. Au niveau gouvernemental, au Québec, on a fait face à des phases d'austérité, encore en 2012. Et en 2018, on a révisé les modes de financement par étudiant, c'est-à-dire qu'on considère, par exemple, que la formation des étudiants en sciences infirmières vaut maintenant beaucoup plus. Donc, on paye davantage l'université qui recrute des étudiants en sciences infirmières que des étudiants qui sont en sciences humaines, par exemple, ou en sciences sociales, où on considère que ça coûte beaucoup moins cher de les former. Alors, dans cette logique-là, on imagine très bien la difficulté pour les facultés à partager l'argent. Et que sciences infirmières, par exemple, va dire, bien, nous, avec les technologies dont on a besoin, puis médecine dentaire, il faut qu'on garde cet argent-là. On ne peut pas en redonner aux facultés qui attirent des étudiants qui coûtent moins cher ou que le gouvernement donne moins cher par étudiant. À l'échelle de l'université, ce qui peut être difficile, c'est la reconnaissance, qui est souvent du bout des lèvres, hein, du travail des chargés de cours, une reconnaissance qui est difficile. On est aussi dans une logique d'attirer des étudiants, donc des programmes courts et payants, peu importe si le cours est bon, peu importe si ça fait en sorte que finalement, on va prendre le nouvel étudiant pour donner les cours parce qu'il y a un sujet qui est plus à la mode. Et au niveau du département aussi, il faut s'assurer que les personnes qui ont un pouvoir dans les départements, dans les programmes, reconnaissent l'importance de l'apport des enseignants contractuels. Et ce qu'on observe malheureusement, c'est que même dans les décisions où ils sont invités, les décisions dites collégiales, ils sont parfois écartés. À l'Université Laval, là, c'est des données qui viennent de mon syndicat sur 20 ans. Le nombre, la première colonne, c'est le nombre de chargés de cours en lien d'emploi. Puis la deuxième colonne à droite, c'est le nombre de cours donnés par des chargés de cours au cours de cette année-là. Alors, vous voyez très, très, très rapidement à quel point il y a une diminution drastique du nombre de cours donnés par des chargés de cours en lien avec cette rationalisation de l'université néolibérale. À l'Université Laval, en sciences historiques, 5 programmes sur 6 ont connu une baisse significative d'inscription et de cours donnés par des personnes chargées de cours. Seul archivistique a été épargné. Notamment parce qu'il est beaucoup fondé sur des cours en formation à distance qui sont donnés par des chargés de cours. Des charges beaucoup plus aléatoires, donc impossibilité de se construire. Si on parlait d'intégration incertaine, là, on est vraiment dans de l'intégration très difficile en emploi à l'université, en enseignement. Une seule personne chargée d'enseignement, j'y reviens, c'est des personnes qui ont des contrats annuels, a perdu son poste il y a 4 ans. En histoire de l'art, seulement 4 contrats de charge de cours en 4 ans. C'est très difficile de pouvoir prévoir à l'avance les cours qui vont être donnés. Donc, voilà. Donc, comment, pour conclure, ma dernière acétate, agir syndicalement et localement sur la précarité? Alors, on parlait tout à l'heure des 2 axes, hein, des 2 axes de POGAM, le rapport à l'emploi et le rapport au travail. En matière de rapport à l'emploi, on a travaillé à s'assurer de prioriser l'ancienneté dans l'attribution. Pourquoi ça aide à réduire la précarité? C'est qu'on est capable, au fil du temps, de s'insérer un peu mieux, de donner un plus grand bassin de cours. Et on a plusieurs chargés de cours qui sont capables de vivre financièrement de leur travail précaire à l'université. On a même, deuxième point, négocié il y a 15 ans des charges de travail annuelles. En fait, on a des chargés d'enseignement qui sont des personnes dédiées à l'enseignement presque à 100%, donc qui vont avoir une tâche complète de travail
qui ont des contrats, et ça, c'est notre dernier gain de notre dernière convention collective, de 2 à 5 ans. Donc, ils sont vraiment capables de se projeter. Malheureusement, en histoire, le seul poste qu'il y avait a été aboli, mais on va travailler pour tenter de reprendre ces postes-là. L'attribution des cours à date fixe, pourquoi c'est important? Pour se projeter puis être capable de préparer ses cours. Il n'y a rien de plus insatisfaisant que de faire un cours sans avoir pu le préparer convenablement, d'avoir mis tous les efforts. Donc, c'est important pour nos membres de s'inscrire là-dedans. Allonger le lien d'emploi, évidemment, prévoir des passerelles pour les postes de professeurs. Et l'autre axe, c'est le rapport au travail. Le rapport au travail, on n'en parle pas suffisamment parce que ce qu'on disait, c'est que la précarité, c'est aussi quand on n'est pas capable d'avoir accès à des fonds de recherche, quand on n'est pas capable de pouvoir écrire des articles scientifiques, quand on n'est pas capable de participer aux décisions, bien, on est relégué à un rôle de second ordre dans les universités qui est insatisfaisant, qui vient miner le rapport au travail. Donc, syndicalement, on travaille contre la fragmentation du travail. La nouvelle mode, c'est d'avoir des conférenciers. Quand ils viennent donner 3 heures de cours, ils s'en vont, on ne les paye pas cher, pas de gain d'emploi. Alors, c'est ça qu'on doit contrer, nous, présentement. Les correcteurs aussi, des cours, comme je vous disais, qui sont donnés en FAD, 700 étudiants, un professeur et plein de personnes autour pour les encadrer, mais qui sont auxiliaires, protéger la liberté académique. Alors voilà, je m'arrête, j'espère pas avoir trop débordé. Merci. Thanks very much, Christine, for that excellent presentation. And again, I mean, it really did bring out one of the themes that I'm seeing is, you know, all of this work that's unpaid that goes into this work that we need to organize together to bring security and dignity to the work of all employees in the university. Our next speaker is Jeremy Milloy. Jeremy Milloy is a historian of work, public health, violence, and substance use. The Violence of Work is a collection that he co-edited with Joan Sangster, and it's just been published by the University of Toronto Press. He is currently writing a monograph on substance abuse, recovery, and the American workplace after 1970, under contract with the University of Michigan Press, and he works full-time outside of the academy as a climate justice organizer. Thank you, Nancy. Thank you everyone for being here. Thank you to the CHA for this invitation. I'm very mindful of the space that I'm occupying here, and I hope to use my time in a way that's productive, especially for contingent academic workers. Can everybody hear me okay? Okay, great. I'd like to acknowledge that I'm coming to you today from where the Cataraqui River meets the St. Lawrence River and flows into Lake Ontario. Cataraqui, Kingston, traditional territory of Haudenosaunee, Anishinaabe peoples, ceded to the crown by the Mississaugas in the Crawford Purchases of 1783, which were facilitated in part for the crown to reward Mohawk allies during the Revolutionary War in the United States. So when I was invited by Professor Hai to speak today, I asked Stephen, you know, I was unsure what perspective I'm supposed to speak from. As Professor Janovicek mentioned, I am a longtime precarious historian and instructor. I'm also a union member. I'm a historian of work capitalism and public health, and I'm also a longtime organizer who now works full-time on climate justice issues, in addition to my historical practice that I continue to maintain. So there's a lot of different ways that I could come at this. And so I thought it would be best for me to try and contribute insights from all of these perspectives to this important discussion. So I have 7 things that I want to share about precarious academic work. First of all, I am a scholar of violence in the workplace. And thank you, Professor Janovicek, for allowing me the opportunity to plug my new book. And since we don't get to go to conferences anymore, I'm going to do it again there. The violence of contingent academic labor is not as spectacular, fast, or noticeable as some of the murders, assaults that you know, the authors in the Violence of Work detail, or I've detailed in my own work. But
the contingency, uncertainty, low pay, invisibility, and other factors contingent academic workers endure, nonetheless, is a real and slow violence in our lives. It is also a malignant factor that is doing long-term harm to our institutions and all staff, all faculty, and all students within those institutions. Number two, see, this is good because you're gonna be able to count down to when I'm done. Number two, this is not a supply problem. This is not a demand problem. This cannot be solved by training us better or training us differently. In my over a decade as a contingent academic worker, there was always great demand for my work. And what there was not was the ability or will to pay me or to employ me on a full-time or stable basis. So this is not a supply problem or a demand problem. This is a power problem. This is an exploitation problem. And that means this is fundamentally a class problem. Number three, as we can already tell from some of the previous speakers, the union situations across Canada, the workplace situations are unique and different. And there is obviously people on the panel who understand these things at a far higher level than I do. So I will not comment on specific associations or unions or formations. But what is not unique is that across academic work across Canada, we have a two-tier or more workplace structure, both inside departments, inside a lot of unions, and outside. And I have studied these type of multi-tier workplaces my entire academic career, especially restaurants, both traditional style and fast food, and the auto industry. And one thing that I have learned from years of study of those industries is one cannot count on the more privileged member of a workplace to be dependable allies to the least privileged members. In restaurant work, strikes were often broken by, for example, strikes of waitresses were often broken by the employer going to the chef to break a strike and keep the restaurant running. In auto work, I'd like to relate an anecdote that came up during my dissertation research when I was interviewing General Baker, the legendary Detroit organizer and leader of the Dodge Revolutionary Union movement and later League of Revolutionary Black Workers, which were insurgent Black revolutionary workers groups. And I asked him, I said, General, like when you at Chrysler plants were doing drum actions, when you were doing walkouts, when you were doing leafleting, did the white workers support you? And he said, generally, no, it was rare. And I said, well, how did you feel about that? Like, weren't you frustrated? And he smiled and he said, look, he's like, everybody has, their own challenges, their own struggles, their own things on their plate. We could not expect other people who weren't directly affected by those issues to jump out from us. We knew basically that we had to do it ourselves and we had to build our own organizations. And that's not to say, and I'm addressing specifically contingent people here, that tenure stream permanent profs cannot be our friends or cannot be our allies, but we cannot depend on that. And the very fact that Dr. McInnis, whose work on these issues I deeply respect and appreciate, I chose to spend so much time addressing us in terms of what we should do differently in terms of our organizing or in terms of our demands, kind of speaks to the fact that this two-tier structure exists within our organizations and within our practice. And that's fine. That is just the reality of the situation. It just is important to remember that for contingent workers must lead and we must do our own work. That's fundamental. I agree with the broader calls for unity and the broader calls for this being an organizational thing that has to connect with other people, and then we have to have alliances. I really like Dr. McInnis's discussion of what's happened at Carleton, because I think that's an effective mode of organizing. But at the first and last instance, I really want to underline that contingent workers must do this for ourselves. And with that, I wanted to raise another historical phenomenon, and that of minority unionism, specifically the forms of unionism that do not require a collective bargaining agreement, the forms of unionism that are not limited to one workplace or one university, one employer, that a worker can take
whether she is teaching at the Université de Moncton or at the University of British Columbia or at Trent University. Minority unionism was pioneered by the industrial workers of the world. It is being used today by the Alphabet Workers Union that's organizing at Google. There are specific opportunities and advantages in Canadian labor law, and also specific things that make it maybe more difficult to use this type of model, but a model in which one is a contingent academic worker wherever one goes and belongs to a wider group across Canada of contingent academic workers, I think is one that has a chance to build our solidarity, capacity, and visibility. There are already people doing great organizing work. Godefroy, of course, in this regard, and Catherine Merton-Storr, two people that I've been in touch with and want to thank for their activism. I will pop my email in the chat too, and if people want to connect about this and possible future organizing, I would absolutely love to work with you. And that brings us to number 5, and from this I'm drawing on my perspective of my current job with the Sisters of Providence of St. Vincent de Paul. Organizing still works. We saw it with the rise of the Bernie Sanders campaign, from long shot to almost toppling the Democratic nomination twice, with the Black Lives Matter uprisings, with the work against sexism and sexual exploitation in the workplace by Me Too and Time's Up, by the recent unions in media and new media that are organizing successfully across North America. And I see it locally every day in the work that me and other activists do in Kingston to advance environmental justice, address inequality, and advance racial justice and decolonization. So it works. However, my 6th point might seem a little strange in requirement of that, because the 6th thing I want to say is, and again, this is directed specifically at contingent people on the call, I think it's in time for us to give up hope. It's time for us to give up hope. You know, I think all of us bring, people are not naive. I think most graduate students and contingent faculty I've worked with, we all had our eyes open going into the academy. We knew what the working conditions were generally like, and we knew the odds of achieving full-time employment were long. However, that hope's still there, that it's going to be different for us. The hope that things will get better. The hope that admins will take care of us. The hope that we will be the one picked, right, to get that brass ring and get that per-tenure track job. That keeps us in chains, to be honest. And so I want to briefly read an excerpt from one of the best people writing about hope and hopelessness I know. That is the Buddhist nun Pema Chodron. This is from her book, When Things Fall Apart. She says, in Tibetan, there's an interesting word, ye tong che. The ye part means totally, completely, and the rest of it means exhausted, which I'm sure all of us on the call after a year of COVID can relate to. Although ye tong che means totally tired out, we might say totally fed up. It describes an experience of complete hopelessness, of completely giving up hope. This is an important point. This is the beginning of the beginning. Without giving up hope that there's somewhere better to be, that there's someone better to be, we will never relax with where we are or who we are. So I say that to embrace hopelessness, not to encourage despair, but to encourage all of us contingent people to be truly at home with the precarity and difficulty of the situation that we find ourselves in. And number 7, this is the last thing I have to say. We all love what we do deeply. I have, never met anybody who is contingent faculty or grad student who didn't love teaching, who didn't love study, who didn't love writing, who didn't love scholarship. Okay, maybe not loving writing, but everything else. And this love is taken from us by our institutions, by our employers, by our administrators, and it's used to exploit us. All that time that we take, right, to do extra work, to be there for students, to be there emotionally for students, to mark papers, to get a course outline right, even when we've only been given a week to do it, and we know that we're never going to get rehired again. This, of course, is Marx's theory of alienated labor to perfection, right? Our very investment, our work is used to facilitate our further exploitation. So the last thing I have to say is we need to love what we do less.
We must remember, as the new book by the labor journalist Sarah Jaffe that's coming out right now, that work will never love us back. And to do the work that contingent historians need to do to advance ourselves, to get better working conditions, to address the exploitation and injustices that we face, we must love ourselves more than we love our work, and we must love each other more than we love our work. Thank you very much. Thanks very much, Jeremy, for that, for your thoughtful presentation, which I think echoed your discussion of the violence of the workplace, also echoed some of the difficult discussions we had in our last session. And I also think, reminding us that this is a workplace where we in the ivory tower in academia often think of ourselves as outside of that. And that was an excellent reminder that we are part of a broader struggle, a broader class struggle as well. Our next speaker is Catherine Larochelle. Catherine Larochelle est professeure adjointe en histoire à l'Université de Montréal depuis 2018. Elle est membre du comité éditorial de la revue en ligne Histoire engagée.ca. Elle est une mère de 3 enfants et depuis le début de la pandémie, elle s'intéresse de plus en plus à la place des femmes dans les universités et aux recours possibles comme conséquence de la situation pandémique. Elle a publié avec ses collègues Publish or Perish, des chercheuses demandent la fin de la discrimination systématique dans affaires universitaires. Et aujourd'hui, Michel Duquet a ajouté un lien vers cet article dans les annonces pour notre webinaire aussi. C'était un très bon article. Catherine. Parfait. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord spécifier que je vous parle aujourd'hui de Montréal, qui est situé sur les terres de plusieurs peuples autochtones et que ce territoire-là servait de lieu de rassemblement et d'échange pour plusieurs nations, parmi lesquelles les Kanienke, Aka et les Anishinaabe. Aujourd'hui, la ville de Montréal compte des personnes issues d'une diversité de nations autochtones et de différentes communautés non autochtones. Et je fais cette reconnaissance pour signifier et rendre visible l'existence, la présence continue et l'histoire autochtone, notamment Haudenosaunee et Anishinaabe, sur le territoire que nous nommons aujourd'hui Montréal. Pour ma petite présentation, je vais partager donc un PowerPoint. Ce sera pas long. Et donc, j'ai fait le PowerPoint en anglais pour faciliter peut-être pour ceux qui ne sont pas tout à fait à l'aise en français. D'abord, un peu comme Jérémy le dit avant moi, quand on a fait appel à moi pour ce panel, je ne savais pas tout à fait de quelle perspective je devais adresser cette question-là. Et jusqu'à hier, je me demandais encore un peu de quelle perspective je devrais adresser la question. Évidemment, la pandémie a beaucoup affecté notre travail et l'a affecté de différentes façons, je crois, dépendant de notre position dans l'université et dépendant de nos situations personnelles et familiales particulières. Et c'est un peu en ce sens-là que je vais parler aujourd'hui. Donc, je vais parler en fait de ma position, donc qui est une position de privilège, évidemment, et j'en ai bien conscience. Donc, j'ai obtenu un poste menant à la permanence il y a 2 ans et demi, et je suis aussi une femme blanche issue donc d'une identité coloniale, donc avec tous les privilèges que ça apporte. Cet automne, j'ai vécu mon renouvellement de contrat, donc en route vers la permanence, et ça m'a fait réaliser en fait que ma position était plus fragile que je pensais dans l'université.
Et je crois que c'était entre autres exacerbé par la pandémie, évidemment. Donc, le fait que je suis une femme, une jeune femme d'autant plus, que je suis mère monoparentale aussi de 3 enfants. Et finalement, le fait que je suis une historienne engagée dans une université de recherche. Est-ce que c'est un plus ou finalement un moins par rapport à ma situation? Donc, ce que la pandémie a révélé dans les universités, évidemment de ma position, c'est des fragilités, des précarités qui étaient préexistantes, dont on avait conscience, mais qui ont été portées à un niveau qui ont rendu les choses, ou plusieurs états de fait plus possibles. Donc, il y a une sorte de limite qui a été atteinte par rapport à certaines tâches, par rapport à certaines situations. Et évidemment, l'article que j'ai publié avec plusieurs collègues québécoises va dans ce sens-là. Donc, c'est un regroupement de mères, professeurs, plusieurs en début de carrière, qui s'est formé au début de la pandémie lors du premier confinement. Donc, lorsque tout le monde s'est ramassé à la maison avec les enfants, donc les écoles fermées, et que l'université disait business as usual, on continue à travailler. Et donc, c'est issu de ce groupe de soutien, finalement, qui est née cette lettre ouverte qui faisait état de la possibilité d'un recul de la place des femmes dans les universités. Recul par rapport à leur place comme scientifiques, évidemment, ce qui aussi a montré toute la production scientifique autour de la COVID-19, autour de la santé publique, qui parle dans les médias, qui fait de la recherche en ce moment. Mais également un recul possible dans les prochaines embauches. Parce que l'impact de la pandémie, elle est réelle aussi sur les étudiants au cycle supérieur, les étudiantes au cycle supérieur qui peuvent être mères, sur les chargés de cours et d'autant plus sur les personnes issues des minorités marginalisées. Parallèlement, la valeur associée à l'enseignement dans nos universités a aussi été révélée, si je peux dire. Donc, tout à coup, c'est devenu très, très important d'être de bons professeurs, de faire un passage en ligne excellent et performant et d'être dédié, surtout, d'être dédié à ça à 100%. Donc, on peut laisser de côté les autres tâches. Il faut être d'excellents professeurs. Ce qui vient avec ça et qui mérite peut-être le plus, en raison du processus de renouvellement que j'ai vécu cet automne, c'est cette stratégie communicationnelle ou ce que j'ai appelé le capitalisme communicationnel des universités. Et donc, je crois que Christine Gauthier en a un peu mentionné ça justement avec toute cette idée très managériale et très aussi axée sur notre santé mentale, sur notre santé globale, sur la santé des étudiants aussi, évidemment. Beaucoup sur les politiques de EDI. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a été traité lors du dernier webinaire, mais je pense que c'est excessivement lié à la question de la précarité, mais à la question aussi du double discours des universités. Donc, c'est-à-dire, on met en place des beaux plans d'action, mais quand vient le temps d'évaluer, quand vient le temps d'embaucher, qu'est-ce qui prime finalement? C'est la même définition de l'excellence, c'est les mêmes voies de production de la science, le même rythme de production de la science également, et la même... et là, ça revient peut-être avec ce que Jérémy a dit à la fin de sa présentation, c'est-à-dire cette idée qu'on doit être complètement... on doit se donner à notre travail entièrement parce que c'est un travail qui nous plaît, parce que c'est un travail gratifiant et parce que c'est un travail social et intellectuel. Donc, c'est pas un travail finalement, c'est une passion. Et donc, tout ça
avec aussi évidemment la rapidité de la production scientifique que la COVID a aussi exacerbé, donc qui était déjà excessivement présente, donc il faut toujours publier plus. Et quelque chose que j'ai vécu lors de mes études supérieures, donc dans l'espoir d'avoir une chance d'obtenir un poste, il fallait entrer dans cette logique de publication à l'excès. Évidemment, sans aucune assurance, c'est un hasard et une chance que j'ai obtenu ce poste-là. Et tout ça crée en même temps une espèce de force d'inertie, donc ce que Sarah Ahmed a qualifié la strategic inefficiency, donc une culture aussi de l'épuisement, parce que finalement, tous ces beaux plans d'action, quand on essaie de les mettre disons, les faire fonctionner pour vrai, ou ces appels à la santé mentale, il y a une sorte de lenteur administrative, une lenteur bureaucratique qui empêche de mettre en œuvre ces belles intentions de l'institution, disons. Et comment, en fait, tout ça trouve écho par rapport à ma position? Donc, j'étais, évidemment, j'ai une position qui est très privilégiée. Donc, je ne me qualifierais pas de précaire du tout. Mais la façon dont j'ai été évaluée cet automne pour mon renouvellement m'a quand même révélé certains mécanismes qui donc mettent en relief la façon dont l'université néolibérale nous désolidarise. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est excessivement néfaste pour tous les travailleurs, pour toutes les travailleuses. Donc, la pression qui est mise sur les professeurs adjoints pour obtenir l'agrégation, donc cette espèce de stress constant que peut-être que tu obtiendras pas, donc c'est mieux de travailler énormément, de faire beaucoup de recherches. Et ça amène à une désolidarisation en premier lieu des enseignants précaires, duquel on faisait partie il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire qu'on était étudiant en cycle supérieur ou chargé de cours. Et puis, tout d'un coup, on se ramasse de l'autre côté et il faut faire ce qu'il faut pour faire partie des tenures. Il faut finalement gagner la solidarité des professeurs qui sont déjà agrégés, ce qui amène une désolidarisation avec les professeurs qui sont plus précaires que nous, parce que finalement, ça devient très individualiste comme façon de faire notre travail, parce qu'on veut obtenir l'agrégation. Donc, on vit ce stress-là individuellement, puis on essaye de juste passer ces années qui nous mènent à l'agrégation. Et tout ça, je trouve, fait en sorte que ça, il y a cet épuisement-là qui se retrouve à tous les niveaux, finalement, dans toutes les catégories de travailleurs et qui empêche la solidarité. Mais il y a aussi l'idée que nos recherches, nos enseignements sont évalués, encore une fois, par ceux qui sont agrégés, qui sont tenured. Et donc, si on veut pousser vers de nouvelles façons de faire, vers une nouvelle façon aussi d'appréhender l'excellence en histoire, si on peut dire, si on veut innover en faisant des solidarités avec les enseignants précaires, en essayant de développer des recherches qui incluent des partenaires issus de l'EDI et tout ça, si ces nouvelles façons de faire-là ne sont pas reconnues comme de l'excellence par nos universités, et là je parle vraiment d'un point de vue d'une université très axée sur la recherche, il y a une sorte de tension qui s'installe, disons, par rapport aux actions qu'on va faire le temps qu'on est professeur adjoint. Et en même temps, je crois que ce que la pandémie et peut-être ma situation familiale, donc le fait d'avoir été à la maison avec 3 enfants de primaire, et donc ça l'a mis une espèce ça l'a mené à une impossibilité de répondre là, aux critères, puis de répondre aux attentes. Ça m'a mené à l'idée qu'il faut refuser, en fait, il faut refuser
cette façon de faire. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire évidemment individuellement. Ben, du moins, on peut, mais c'est plus risqué et ça a beaucoup moins d'impact. Et donc, c'est un refus qui, à mon sens, doit venir évidemment des syndicats. Donc, d'ailleurs, j'essaie avec mon propre syndicat d'avoir une aide justement pour faire reconnaître les différentes difficultés que les professeurs ont par rapport à la pandémie. Mais je pense aussi qu'il y a des solidarités qui doivent se créer entre femmes, profs, entre parents, mais aussi entre professeurs permanents et professeurs contractuels. Et il y a un rôle, à mon sens, énorme des directions de département et des professeurs titulaires ou agrégés dans ce refus-là de cette culture institutionnelle. Parce que moi, je peux faire le refus, mais je peux aussi ne pas obtenir ma permanence au bout du compte si personne refuse avec moi cette culture-là. Et donc, c'est peut-être les solutions que je vois. Je vais conclure là-dessus. J'espère que ça n'a pas été trop éclaté comme présentation. Thanks very much, Catherine, for reminding us, as others have that, but especially in this presentation, that the pandemic has been especially challenging for parents. And also, I mean, solidarity, you ended with solidarity, and it's been an important theme, but I think it was important the way that you outlined for us the ways that the Neoliberal University tries to break that solidarity among us. So thanks very much. So our final speaker is Janice Thiessen. She is professor and grad chair in the University of Winnipeg's Department of History, and she has been an elected member of the University of Winnipeg's Faculty Association Council since 2013. And her current research is online at manitobafoodhistory.ca, and she's the co-host of Preserve's podcast, which explores those issues, and you can get that at Apple, Google, Stitcher, and Spotify. Janice. Thanks very much. Feel this is a mistake. We should have just had Jeremy wrap us up, lead us in, I don't know, a march down the street to form the one big union for a second, hopefully more successful round. But unfortunately, you're stuck with me. I'm gonna make a couple of remarks that are not prepared before getting into my prepared remarks, just because of Jeremy's presentation. Sorry. Sorry, I had my camera off so I wouldn't do this now, but obviously that didn't really work. Anywho, it very much resonated with me what he said about not letting your love for this job destroy your health. Yeah, I say this as someone who whose love for the job led the stress of the job to give her shingles, and you know, there's a lot of ill health among the tenured members of my department. We have chairs who've had heart attacks. That's for folks who have financial security, who have ongoing contracts. So to be in the position of those who don't have those is absolutely disgusting and appalling. And the fact that there are too many who are in my position who don't care, in many cases because they've never experienced that themselves in their lives, is super frustrating. I have friends and colleagues and relatives who have spoken about difficulties in their own jobs, and where if they were to take the action available to them in their collective agreements, because they're fortunate enough to be unionized, they could have some of those issues addressed not only for themselves
and their own health in their own workplace, but for their colleagues, but who simply refuse to because they are fearful of the potential risk to future promotions, the potential, and this is for folks outside of academia, of being transferred to other workplaces, other cities and towns. And while those are all certainly difficult and threatening, that is nothing compared to the issues faced by precarious workers. And so it frustrates me that folks who have the financial security to stand up and make a change don't do so. So these are tears of anger. I have a bad habit. It's an inherited one where when I'm incredibly frustrated, I just end up crying. It's super helpful in public presentations like this, but there we go. So they'll get rid of my face and start sharing the slides and share the more professional prepared remarks instead. Thanks for your patience with me. Here we go. So I hope you can see that. Does that look like a normal slideshow? Except that it hides all my remarks. So we're just gonna do it this way, I hope. To begin with then, I'd like to share my department's land acknowledgement. This is the one that many of us use on our course outlines. Department of History at the University of Winnipeg acknowledges that we live and work in the ancestral and traditional territories of the Anishinaabe, Anishinaabe, Assiniboine, Cree, Dakota, Dene, and Métis nations. And we also acknowledge that the discipline of history has been used to support programs of dispossession and assimilation directed against Indigenous peoples. Teaching and learning Indigenous histories allows us to confront colonial history, as well as honor and respect the people who have called this place home for millennia. And usually when it comes to my courses, I then talk about how that affects myself personally as a descendant of those who were whose ancestors were invited here to assist in that process here in Manitoba, after having been invited to do that exact same thing back in Ukraine generations before that. But these words have particular relevance for our topic today. At the University of Winnipeg, it's an ongoing problem that we're not hiring enough tenure track people because, as my colleague, Dr. Mary Jane McCallum has observed, so much service work is conducted by faculty from historically excluded groups. Using the limited data provided by our university's Office of Institutional Analysis, she estimates that 40 to 50% of students in our university's Indigenous course requirement classes are taught by contract academic staff. The service work involved with the Indigenous course requirement is performed by tenured and tenure-track staff, many of them Indigenous women. So as other speakers today have pointed out, the issues of precarity and of equity, diversity, and inclusion are intertwined. The problem of precarity in the Neoliberal University may be at least partially mitigated by unions. And at the University of Winnipeg, and this is a consequence of our history, we're chronically underfunded, and so we've had the ability to negotiate for strong governance clauses on the many occasions when we haven't been able to negotiate for money. At the University of Winnipeg, regular academic staff, which is a problematic term in itself, and the contract academic staff are represented by the same union, the University of Winnipeg Faculty Association. But they are different bargaining units, and legalities of that make things complicated and prevent some logical connections, unfortunately. So nonetheless, the U of W's regular academic staff collective agreement has a couple of clauses that do address the problem of precarity. And so I want to share the first of these. Article 20, clause number 2. Cumulatively, the proportion of full course equivalents taught by contract staff plus full course equivalents taught by those with term appointments normally shall not exceed 29% of all the FCEs in the university. And then the next portion thereof, sorry. There we go. Clause 20.03.
unusual situations, by which they mean early retirements, people who get course releases because of shirks, etc., mean that in any one year, that number can go up to 35%. So there are restrictions that prevent U of W from having the astronomical numbers of contract academic staff that exist at some universities elsewhere in Canada, much less in the United States. But unfortunately, these percentages are calculated for the institution as a whole, not for each faculty or department. And so individual faculties and departments can and do have much higher percentages for precarious workers. Faculty of Business is particularly bad that way. And then there's one other clause that is helpful here, and that is the regular academic staff collective agreement has a conversion clause for limited term appointments that permits conversion to the tenure track after 3 years. So here's what that one looks like. When a person is in the final year of their limited term appointment, if the department personnel committee determines that there's an ongoing need for employment in that particular area, those courses to continue to be taught, for example, they can recommend to the chair and to the dean that basically the normal hiring procedure be waived and that person be just simply appointed at whatever their rank might be, usually assistant professor. So we've had this happen just recently with a member in our own department, a very talented person. Or if they decide, and this is usually not the case, I think departments, at least at our place, tend to want to keep the person who's been there for this, rather than just say, let's, we have an ongoing need, but we don't want the person we've got. We want the magic special person from outside. That said, collective bargaining alone cannot resolve this problem of precarity. I live in Manitoba, a province whose government has interfered for years in collective bargaining and continues to do so. Despite their Bill 28 having been recently ruled by the courts as in violation of the Charter of Rights. And for those who aren't familiar, Bill 28 is the Public Services Sustainability Act. It restricts wage increases for public employees to 0%, 0%, 0.75%, and 1% in the first 4 years of a collective agreement. This is a bill that was passed but never enacted. In other words, it is not actually law. Nonetheless, for the last 4 or 5 years, our government has enforced it as though it was law. It's one of the reasons the University of Manitoba went out on strike. So this same government, and they continue to do this after this court ruling, after the court ruled that this is a violation of the Charter of Rights, they decided that the Transit Workers Union nonetheless had to abide by these sorts of restrictions on wage increases as they were negotiating their contract as well. So the nonsense never stops here. One final point about that kind of nonsense. This is the same government that in the midst of the pandemic this past summer floated a 30% decrease in provincial funding to universities despite increased student enrollment at that time. So what this means is, I would say, the neoliberal agenda needs to be fought in collective bargaining, yes, using the kinds of clauses I just outlined, but also in the courts, also in the voting booth, and also in the streets. One big union. Thank you, Janice. I think that those were good words to end with. Thank you so much for your thoughtful comments at the beginning of your presentation, and for reminding us, again, as we move into this discussion, that these are personal stories as well as statistics. All of these statistics have a life story and a personal story and a family history behind them as well. Okay, so we've come to the end of our time, and I would like to thank everyone for taking time out of your very busy schedules to attend this webinar. I also want to take a moment to once again thank our panelists, Godefroy Desrosiers-Lauzon, Peter McInnis, Christine Gauthier, Jeremy Milloy, Catherine Larochelle, and Janice Thiessen for sharing their strategies for change and their knowledge and also their time and on this panel. And I also want to remind you that the next webinar in this series, in response to the Precarious Historians Manifesto,
is on March 19th, 1 o'clock Central Time. And the theme of that roundtable is Precarious Historians and Disciplinary Caring. What can the CHA do? Thank you very much.